Bonjour à toutes et à tous, Excellences Mesdames et Messieurs, distingués intervenants et panélistes. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation de l'Institut Amadeus pour ces Meddays. Chers invités, c'est un grand plaisir de vous accueillir à cette session de haut niveau du Meddays Investment Summit, consacrée à un sujet au cœur de l'économie et de l'avenir du continent économique, du continent africain, l'investissement stratégique et compétitivité, catalyser la transformation économique de l'Afrique. Alors, avec certains membres du panel, nous étions ce matin à un événement d'envergure où nous avons entendu Madame la ministre de l'économie et des finances, son Excellence Nadia Ftah. Elle nous a donné un chiffre qui est assez extraordinaire et qui démontre que nous sommes à un moment charnière. Aujourd'hui, le continent fait face à un déficit de 1,3 trillion de dollars, je parle bien de trillions et pas de milliards, pour atteindre les objectifs du développement durable qui sont fixés à échéance de 2030. Alors, la Banque africaine de développement, elle précise justement que pour ces 1,3 trillion de dollars, près de la moitié de ce montant correspond à un déficit de financement externe. Ce déficit de financement souligne la nécessité d'avoir des mécanismes financiers robustes et d'aller au-delà du schéma classique et traditionnel de l'aide de manière à pouvoir répondre justement à ces objectifs qui sont éradiquer la pauvreté, la lutte contre le changement climatique et bien entendu les enjeux de notre ère. On parle de reconfiguration des chaînes de valeur et de transition climatique. Cela exige un capital patient provenant de fonds souverains, de fonds de pension et de capital investissement. L'expérience internationale est claire, l'investissement suit la stabilité. Selon l'indice d'attractivité Amadeus, les pays disposant d'une réglementation prévisible, d'une gouvernance solide et de marchés financiers matures attirent significativement plus d'investisseurs institutionnels. Et même si l'Afrique compte des économies performantes, dont le Maroc, le Nigeria et d'autres, beaucoup restent confrontés à la volatilité, à une liquidité limitée et à l'insuffisance de mécanismes de sortie. Aujourd'hui, notre ambition est simple, pragmatique. Identifier avec ce panel de haut niveau et ses intervenants exceptionnels des recommandations concrètes et opérationnelles permettant aux économies africaines de libérer un investissement stratégique et de traduire les réformes de compétitivité en résultats tangibles et concrets. Alors avec nous, je vais me permettre de tout d'abord vous présenter nos intervenants. Nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Anne-Laure Tichel, qui est fondatrice et CEO de Global Sovereign Advisory. Anne-Laure a plus de 25 ans d'expérience dans les marchés de la dette et du capital, le conseil souverain auprès des gouvernements et d'entreprises publiques. Et Anne-Laure a été nommée par M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, en tant que membre du comité pour la politique de développement pour la période 2022-2027. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Mme Anne-Laure. Nous avons également à ses côtés M. James Fierro, founder and CEO. Alors, je vous préviens le public, on va passer un peu du français à l'anglais, donc pour ceux qui le souhaitent, prévoyez d'avoir la traduction à côté de vous. James Fierro is the founder and CEO of Eco Capacity Exchange. James, you're the founder and CEO. You have 30-year economic experience and in economic architecture and building projects in collaboration with world-renowned economists, former central bankers, institutional leaders, and over 600 multinational corporations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons également avec nous M. Omar Mzioud, qui est chef du département OPC Alternatif, Finances Participative et Crowdfunding à l'autorité marocaine des marchés des capitaux, que nous connaissons tous sous le nom d'AMMC. Monsieur Mzioud, vous avez une expérience extraordinaire en matière de connaissance des marchés financiers, en structuration des véhicules d'investissement et vous contribuez aujourd'hui activement à l'évolution du cadre réglementaire favorisant le financement de l'économie réelle et de l'innovation. Sous vos applaudissements également, s'il vous plaît, messieurs, dames. Monsieur Saïd Jbrani, vous disposez d'une longue expérience de plus de 20 ans couvrant le conseil stratégique, la banque et la finance. Vous avez exercé en tant que consultant en stratégie avant de rejoindre le secteur bancaire. Vous avez assumé des responsabilités managériales clés au sein de Bank of Africa au Maroc, de BNP Paribas, tant au Maroc qu'en France. Et en mai 2025, vous avez été nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en tant que directeur général CEO de Temwilcom. Sous vos applaudissements. Monsieur Yassine Zerrouk, encore une expérience brillante de nos compétences marocaines à l'étranger. Vous êtes Senior Managing Director et Deputy Head of Investor Relations MENA d'Ardian à Abu Dhabi. Vous êtes
vous avez a leading global private, Ardian pour ceux qui ne connaissent pas, it's a leading global private investment firm managing over $200 billion in assets. Vous êtes basé à Abu Dhabi, where you oversee investor relations and strategic development across the Middle East, Africa and Central Asia. Vous avez commencé votre carrière à Londres, à la Bank of America and Citigroup, en structurant les investissements, financements pour les clients institutionnels avant de rejoindre aujourd'hui le secteur de l'investissement. Bienvenue Cizroq, sous vos applaudissements, je vous en remercie. Alors merci à toutes et à tous, comme je l'ai dit, d'être présents. Enfin, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous propose d'ouvrir le premier tour de questions individuelles qui permettra à chacun de nos intervenants de partager sa perspective sur les enjeux clés du panel qui nous réunissent aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Anne-Laure, si vous le permettez. Comme on l'a dit, vous êtes la fondatrice de Global Sovereign Advisory. Ma question pour vous est extrêmement simple et claire. Nous avons aujourd'hui des enjeux très importants à l'échelle internationale et vous avez, par votre expérience, accumulé beaucoup de solutions, et je vais le dire comme tel quel. Alors, comment est-ce que les gouvernements aujourd'hui africains peuvent concevoir des cadres d'investissement de long terme qui renforcent la compétitivité, mais tout en préservant les intérêts nationaux? Est-ce que là, ça... Voilà, c'est ça. C'était donc le rouge. Bon, c'était déjà pour vous dire à tous que j'étais ravie d'être parmi vous. Merci de cette invitation. Et peut-être, en effet, pour répondre à votre question, qui est à la fois, en effet, vous avez raison de le dire, simple, mais aussi complexe quand on veut vraiment la rendre pratique, permettez-moi peut-être de parler, en fonction du temps, d'un ou deux exemples de cadres réussis ou qui ont été travaillés et quels étaient un peu les tenants et les aboutissants et ce qu'il a fallu regarder. Si vous me permettez, je voudrais évoquer le cas de ce qui a été fait en Guinée, Guinée-Conakry, autour du projet Simandou, parce que ça me semble être extrêmement intéressant comme exemple par rapport à votre question. Pourquoi ? Ça faisait depuis de très nombreuses années, décennies, que c'était un projet dont tout le monde parlait. C'était une des mines extrêmement intéressantes qui avait se faire avec cette très bonne teneur et donc qui devait quelque part changer, révolutionner la Guinée et un pays. Et pendant des années, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas matérialisé, ça n'a pas... Et tout d'un coup, les choses ont pu avancer et ont pu se matérialiser. Et donc c'était pour dire comment est-ce que ça a pu se matérialiser et quels ont été les facteurs un peu de succès. Je crois que le premier point qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait autour de ce projet, d'une gouvernance proactive et d'un cadre de co-développement. Et je veux vraiment insister sur la nécessité du cadre de co-développement. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus ? Dans ce projet, qui est un projet d'infrastructure, au début, vous avez deux infrastructures qui sont complètement distinctes. Vous avez deux opérateurs. Donc vous avez beaucoup d'inefficacité, vous avez des capex de part et d'autre, vous avez beaucoup de duplication, vous avez beaucoup de tous ces aspects-là. Et donc quelque part, le fait d'avoir rationalisé, d'avoir mis tout ça sous une société d'infrastructure nationale qui a été créée, a permis déjà beaucoup de structurer les choses. Donc je voulais insister, quand on dit comment est-ce qu'on peut concevoir des cadres d'investissement, déjà le côté de gouvernance et le côté surtout de co-développement entre le pays et les partenaires est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, dans ce contexte-là, il faut que tout le monde s'y retrouve. Il faut que ce soit, alors c'est ce qui s'appelle souvent le partenariat win-win, le partenariat gagnant-gagnant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si on a un partenariat win-win ? Ça veut dire qu'il y a une protection des intérêts nationaux qui est évidemment très importante. Quand un pays a des ressources naturelles, comme c'est le cas de la Guinée, évidemment, le pays doit profiter de ces ressources naturelles. Il peut ne pas être en capacité seul de l'exploiter, d'où la nécessité d'avoir des opérateurs étrangers qui interviennent. Mais comment créer le fait que le pays ne soit pas lésé et comment créer le fait que les opérateurs y trouvent leur compte et des rendements et que ce soit justement économiquement viable. Et c'est tout l'enjeu de ce projet qui a fait qu'après il a été couronné de succès. Ça veut concrètement dire, quand on réfléchit à la préservation des intérêts nationaux, qu'il faut négocier des cadres fiscaux. Donc il faut se mettre d'accord sur quels vont être les revenus de l'État, quels vont être les revenus de l'opérateur. Ça veut aussi dire que souvent des États peuvent donner des exonérations. Donc ces exonérations, c'est très bien au début parce que les compagnies sont très contentes d'avoir des exonérations, mais l'État après peut ne pas s'y retrouver.
quand on met fin à des régimes d'exonération, les opérateurs sont souvent pas vraiment contents parce que ça leur donne moins de visibilité ou ça les gêne. Donc comment est-ce qu'on calibre ça déjà bien au début pour que ce ne soit pas une source de frustration ou une source de non-pérennité du projet. Et donc, le faire dès le début, le structurer bien et donner de la visibilité nécessaire pour qu'il y ait suffisamment de, on va dire, de durée dans l'investissement et de retour pour tout le monde. Ensuite, et c'était le cas dans ce projet-là, c'est de se dire, on a une infrastructure qui est construite pour un projet particulier. Mais finalement, cette infrastructure, elle peut aussi servir à d'autres projets, pas juste au transport du minerai de fer. Donc ça aussi, ça a été le fait d'ouvrir la possibilité d'utiliser ces infrastructures de transport pour transporter d'autres marchandises, d'autres choses. Donc ça aussi, ça veut dire que le corridor qui est créé est un corridor qui est à multi-usage, donc multi-revenus, et qui permet de développer l'économie. Et autre chose qui était très important dans ce projet, qui je pense aussi est la manière de renforcer la compétitivité, c'est de rajouter du contenu local, et donc de faire quelque part que non seulement l'État en bénéficie, mais les populations locales en bénéficient, qu'il y ait des écoles de formation qui soient créées, qu'il y ait donc des corps de métier aussi qui puissent être créés et qui permettent donc là aussi de générer du revenu. Donc tout ça pour dire que là où c'est vraiment des cadres d'investissement qui sont bons, c'est quand il y a de la prédictibilité sur les revenus que l'État peut avoir, là c'est le cas, sur des attentes d'ailleurs très chiffrées par an qui ont été faites, quand il y a des perspectives de création de croissance du projet, mais de tout ce qui est adjacent autour du projet, et ensuite après quand ça permet de développer des compétences qui ne sont peut-être pas dans le pays à un moment donné, mais qui sont créées et qui permettent après de générer de la croissance autour du projet. Donc je dis ça pour dire que ce que je vous raconte là sur Simandou, on peut le faire un peu partout. Donc évidemment, il faut que l'actif soit de qualité, mais il y a beaucoup d'actifs de qualité. Et donc on peut le répliquer sans aucun problème si on prend toutes ces briques-là en compte. A contrario, ou peut-être comme autre exemple, si on prend ce qui s'est passé et ce qui se passe au Botswana avec les renégociations actuelles qui sont en cours avec De Beers, on se rend compte qu'on renégocie. Pourquoi ? Parce qu'au début, la concession qui a été accordée à De Beers est extrêmement favorable à De Beers. Et donc De Beers est évidemment extrêmement content, mais le gouvernement du Botswana n'en tire pas suffisamment de revenus, pas suffisamment de recettes. Et donc évidemment, dès qu'on renégocie, il y a un moment de tension, il faut remettre les choses à plat. Donc tout ça, c'était pour dire, finalement le cadre, c'est un peu autour de ce que j'ai dit sur la gouvernance, les recettes pour l'État, l'impact de l'économie réelle et comment rendre l'infrastructure plus performante que juste son usage précis, que finalement c'est des recettes qui sont, là ça a l'air d'être simple, c'est toujours le diable est toujours dans les détails, mais c'est autour de ça qu'il faut l'articuler, et on se rend compte que quand dès le début c'est articulé avec les intérêts des deux parties en tête, quand du côté de l'État ils sont bien conseillés, quand du côté des compagnies ils sont bien conseillés, on arrive aussi quelque part à trouver ce point d'équilibre qui fait que c'est pérenne pour le pays. Donc voilà, je pense concrètement des projets ou des manières d'aborder ce sujet de compétitivité où chacun y trouve sa part et où le rayonnement pour l'économie, pour les infrastructures est particulièrement fort. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette perspective très précieuse. Donc prévisibilité financière et réglementaire, co-construction avec les partenaires pour que chacun s'y retrouve au bout du compte. Donc quand on prend ces aspects, et la recette semble très simple, et donc vous êtes capable de la multiplier au niveau de différentes zones, dans différentes régions, dans différents pays, et c'est une leçon qui est extrêmement importante et qui nous ouvre aujourd'hui aussi la perspective de la discussion avec notre prochain intervenant. C'est justement la question des mécanismes de financement, parce que vous avez parlé de cette prévisibilité financière qui se retrouve toujours au cœur des débats. James, turning to you now. You're, as I said, the founder and CEO of Eco Capacity Exchange, and it's an innovative economic platform introducing a new form of credit backed by real productive capacity designed to unlock investment without increasing sovereign debt and to mobilize capital for strategic development. My question to you, many African countries face a structural financing gap because their real economic capacity is far greater than the liquidity available to them. In your view, what kind of system-level innovation could help African economies unlock this unused capacity, reduce dependence to debt, and attract long-term investment for sustainable growth? Thank you. Pleasure to be here back in Morocco. Must say I love this country and the little bit that I've gotten to know.
but it's a real pleasure and pleasure to be here today. So, look, I'll summarize something. It's simply that Africa has the challenge of how to finance its growth and development. But it's really not a challenge of finance. It's a challenge of the architecture that exists. That the fundamental problem that Africa faces is an architecture of money problem. And money has evolved over the last few hundred years to become something very different than what it was actually created for. Money used to be just a medium for exchange when you couldn't make a bilateral swap or a barter trade. We introduced concepts of money, and they were just measuring sticks. But over time, they changed in their character. They started to become under the domains of leaders and kings and queens, and they started to have value. They weren't in the beginning. They were things like shells and tally sticks. But when they started to have value, they became instruments that people would hoard, and that they would actually eventually lend and charge interest and do forwards and derivatives. And this was the beginning of the evolution of the financialization of the global economy that we are in today, where we have printed more money than we know what to do with. And it's not a shortage of money in the world, yet here we are in Africa, and there is enormous potential, but there is no money. There's enormous capacity. The capacity in Africa is absolutely massive. If you go back and think about what money was equal to capacity. That was it. How many cows you had, how much sheep you had. And yet Africa is abundant in capacity, but it doesn't have money. And so it relies on foreign investments, and it has been for many years been taken great advantage of in that regard. So what needs to happen is to go back to basic economic principles to unlock the immense capacity that it sits here with a different way of thinking about money that is back to its origin of being equal to capacity. And so that's not that complicated to imagine. And it was really through this work with all of these economists that we realized you could create a credit instrument that is a representation of real economy capacity, and thereby unlock untold amounts of new demand for everybody. You would lift all boats, including for foreign companies who want to sell more of their goods into Africa, but they don't know how they're going to pay for it. But if you could unlock capacity, even at the individual human level, or at the business level, or at the country level, I mean, just look at the amount of minerals, the amount of arable land, the extraordinary amount of sunshine, and potential for renewable energy. These are all assets, and you can look at them on a forward basis and say, well, if I built a renewable energy facility for solar, I know it's going to deliver electricity. That is a highly liquid asset. Yet you have to go and borrow money or seek investment, pay enormous interest rates. So we said, well, you could create a credit instrument that's zero interest. Well, when you do that, and it's based on real capacity, you unlock incredible amounts of new value because you remove all of the finance costs and instead focus on the actual development of the asset. And so the key, though, is you got to do this in a highly trustworthy fashion, because if you're going to create an alternative instrument that serves prosperity, it has to be an instrument that people could trust and accept with great confidence. And if you look today at money as it stands, forget the crypto crazy stuff, but just sovereign currencies, there's 192 sovereign currencies in the world. Most of them are a complete joke as a financial instrument. When you look at
Even the US dollar, which is our global reserve currency, it's, you know, lost more than 10% of its value this year. And that's kind of the best of what's there. So currencies, in the way they exist today, if you ask how much trust do you have in receiving payment in a currency, a sovereign currency, it's not a good answer in pretty much every case. But you could create an instrument that would be highly trustworthy because it would have basic characteristics of stability and 100% investment grade backing. And that's what the work we've been doing for many, many years has been. And that solves an architecture for how to finance Africa's massive wealth. Thank you, James. Very compelling perspective. So basically, system-level innovation and capacity-based credit. This is what would be a solution to be able to bridge the gap between the needs and the financing of the projects in Africa. But I'm sorry, I'm going off script here. Do you believe, and I want your honest take on this, do you believe that some countries, they have a lot of resources? Anwar was speaking about Simandou in Guinea, incredible resources of bauxite and a lot of things. Do you think that countries can actually create their system, and that the international financial system is going to be, let's be blunt, allow them to go off script? Absolutely. It's already happening in enormous scale. WTO estimates that the existing non-financial trade that's happening around the world is in the order of magnitude of 6 trillion a year. So what is that? That's Boeing selling jet aircraft to Malaysia and getting paid in palm oil. That's GE selling power generating turbine to China Railway and getting paid in frozen chicken. That's China going into Mozambique and building a $2 billion port. Mozambique has no $2 billion to pay them, so they take the gas rights with Sinopec. So it's already happening in a large scale, but it's difficult because they're still doing old-fashioned reciprocal trade, barter trade, offset trade. There are many terms, but they're non-financial trades. And the only reason they're happening is because the global monetary system is failing its purpose of what it was invented for, which was to facilitate trade. It's become an instrument of making money from money, and that's its primary activity. Just look at the data. These are most recent McKinsey numbers. There's 1,800 trillion a year in financial transactions, 1,800 trillion. You know how much of that is real economy trade? Less than 15%, 300 trillion. It's all just money trading for money, derivatives, FX alone, which is a huge burden in the continent, is reached now almost 10 trillion a day. It's just crazy. It's just money trading for money. It's not contributing to productive output. And that is, if you can just find a way to unlock the capacity that any of these countries have in a way that ensures its investment grade as an instrument, no one would hesitate to accept it, whether it's Siemens, GE. They all want to find innovative solutions, but it's got to be investment grade. The problem is most of the countries, if not all the countries in Africa, are not investment grade. So how do they access that credit even though they have the real economy capacity? And how they do it is they can get guarantees, not the typical guarantee that they get from MIGA or the World Bank. These are tiny. But Microsoft is trying to figure out how to sell more into Africa, but they have a difficulty in how to get paid. So they are AAA investment grade. Well, they just need to make a guarantee. And that guarantee then acts as the investment grade status of the credit facility that would be issued to the country. So if they have bauxite or they have other assets, they can then sell those into global markets, earn back the credit instruments, and then clé dans le développement des marchés
financier et dans la structuration d'un environnement d'investissement solide, transparent et attractif au service de la transformation économique nationale et continentale. La question que je voudrais vous poser au nom de beaucoup de personnes présentes, et je pense que c'est le partager, c'est comment est-ce que le capital investissement peut devenir un levier structurant de la transformation économique de l'Afrique, et pour aller plus loin, comment est-ce que les pays africains peuvent façonner un écosystème de capital investissement attractif pour mobiliser les investisseurs qui sont orientés et qui ciblent les investissements stratégiques. Alors, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre invitation et pour la qualité de l'organisation. Comme vous savez, la transformation économique de l'Afrique repose sur des besoins de financement d'une ampleur considérable et qui dépassent largement les capacités des budgets publics ou du financement public, ainsi que des financements, on va dire, traditionnels ou même de type concessionnel. Et d'ailleurs, les institutions internationales convergent, on va dire, sur un diagnostic clair. Le continent fait face à un déficit de capital long terme. Et pour illustrer peut-être ces propos, quelques chiffres qui ont été avancés soit par la BAD, soit par la SFI. La BAD estime que le déficit de financement des infrastructures en Afrique tourne autour de 70 à 110 milliards de dollars par an. Concernant les financements des entreprises, et notamment des PME africaines, elles font face à un déficit de plus de 330 milliards de dollars. Et concernant aussi la transition énergétique, bon, j'ai choisi ces trois secteurs, on va dire, stratégiques pour l'Afrique, que ce soit l'infrastructure, financement des PME et la transition énergétique et climatique. Alors la BAD a estimé aussi, là encore, un déficit de financement de la transition énergétique qui dépasse les 300 milliards de dollars par an entre 2020 et 2030. Donc ce constat, il est clair, le constat concernant le déficit en termes de financement de l'économie, on va dire, africaine. Excusez-moi, pardon, Monsieur Mzioud, je vais demander à la régie de monter le son parce que nous avons un objet volant identifié pour le coup, qui perturbe l'écoute. Donc si on peut augmenter le son du micro de Monsieur Mzioud, s'il vous plaît. Thank you. Alors je reprends. Désolé, Monsieur Mzioud, reprenez. Je pense que c'était la minute pub que vous avez dans chaque émission. Allez-y. Alors pour que l'Afrique puisse relever ce défi, il va falloir qu'elle mobilise davantage, on va dire, de capital patient, et notamment à travers du capital investissement. Donc pour revenir à votre question, comment le capital investissement peut contribuer à la transformation économique de l'Afrique. Je pense que tout d'abord, il faut commencer par les fondations. Sans faire de jeu de mots, c'est les infrastructures. Il faut d'abord penser à financer les infrastructures, parce que je pense que sans infrastructures robustes, performantes, fiables, aucune transformation économique ne peut s'opérer en Afrique. Donc je pense qu'il faut commencer par les infrastructures. Et d'ailleurs, la BAD a estimé que les besoins d'investissement en infrastructure en Afrique tournent autour de 3 à 5% du PIB africain par an. Et il y a une estimation aussi qui a été faite au Maroc par rapport aux besoins d'investissement en infrastructure d'ici 2040 qui s'élève à 60 milliards de dollars américains. Et comme je l'ai évoqué tantôt, les budgets ou les financements publics ne pourront pas répondre de manière satisfaisante à ces besoins. D'où la nécessité, ou on va dire le rôle que peut jouer le capital investissement pour financer des projets d'envergure comme les infrastructures, et notamment à travers les fonds de dette qui peuvent sembler de manière
comment dire, structurelle, la structuration idoine pour financer des projets à très long terme, comme les projets d'infrastructure, et qui répond aussi quelque part au profil des investisseurs long-termistes, comme les fonds de pension ou les fonds souverains. Donc, une fois qu'on a des infrastructures, deuxième axe peut-être stratégique pour le financement ou pour opérer cette transformation économique, c'est le financement de l'industrialisation de l'Afrique à travers le financement des entreprises et notamment les PME, qui représentent 90% du tissu économique, on va dire, africain, et qui représentent aussi 60% de l'emploi formel en Afrique. Le capital investissement pour les entreprises, ça apporte beaucoup plus que du capital, comme vous le savez. Donc ça permet certainement de renforcer les fonds propres des entreprises sans les contraintes, on va dire, du financement traditionnel. Mais le capital investisseur, c'est un investisseur qui est actif. Donc il permet d'accompagner l'entreprise dans la structuration de sa gouvernance, dans l'amélioration le plus gros, on va dire, du tissu économique africain qui est la PME. Alors pour répondre peut-être à votre deuxième question, comment on peut façonner un cadre attractif, un cadre de capital investissement attractif pour les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels du type fonds souverains ou fonds de pension. Là encore, il faut commencer par la base. C'est le cadre réglementaire. Quand je dis cadre réglementaire, c'est en effet, il faut avoir un cadre réglementaire robuste, sécurisant pour les investisseurs et prévisible aussi pour les investisseurs. Et sans ça, pour moi, c'est un préalable pour attirer les investisseurs du type fonds souverains, fonds de pension, et pour attirer du capital patient qui permet justement de financer les infrastructures, les besoins en termes d'infrastructures et financer les PME africaines. Et après, peut-être donner un exemple du cadre du capital investissement, on va dire, régulé marocain. C'est vrai que le capital investissement a été lancé au Maroc depuis 2009, je parle du capital investissement régulé, et il a subi plusieurs, on va dire, plusieurs amendements pour s'aligner aux meilleurs standards internationaux, que ce soit les standards de l'IOSCO, la LPA ou de la réglementation européenne sur les fonds de capital investissement. Le dernier amendement, il date de 2023, où on a introduit des souplesses, en même temps une robustesse du cadre. Souplesse, on a prévu donner une certaine prévisibilité aux investisseurs du type fonds souverain ou fonds de pension. Donc une fois qu'on a le cadre réglementaire, comme j'ai dit, robuste et prévisible pour les investisseurs, et d'ailleurs c'est parmi les comment dire, les freins peut-être à l'investissement pour les fonds souverains et les fonds de pension étrangers, c'est cette perception du risque quand on parle du contexte africain, et notamment par rapport au risque réglementaire et le risque juridique. Donc, une fois qu'on a la base, c'est-à-dire un cadre réglementaire robuste et, et prévisible pour les investisseurs, il y a deux autres volets qui sont évoqués par les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, comme frein à l'investissement dans des pays comme le Maroc ou en Afrique. Il y a la question de la taille. Pour eux, la taille est insignifiante. En fait, c'est des fonds de pension et des fonds souverains qui gèrent des centaines de milliards de dollars. Pour eux, ce n'est pas intéressant parce que ça coûte beaucoup d'argent
sans un retour significatif d'investissement. Donc la question de la taille et la question du risque monopays. Et donc, peut-être une réponse simple mais pas simpliste peut-être à cette problématique, c'est de penser à structurer des fonds transfrontaliers, des fonds régionaux qui permettent de répondre à la question de la taille et la question du risque monopays. Mais après, il y a un préalable. Le premier préalable, c'est ce que j'ai évoqué au début, c'est d'avoir un cadre robuste et prévisible pour les investisseurs. Et le deuxième, peut-être opérer une certaine convergence même africaine en termes de réglementation qui régit le capital investissement. Et si ce n'est pas convergence, au moins harmoniser au maximum ou avoir une harmonisation qui converge vers un cadre réglementaire qui parle aux investisseurs et qui permet aussi de parler aux investisseurs locaux. Merci beaucoup, M. Mzioud, pour ces éclairages essentiels. Donc, un cadre réglementaire qui soit solide, qui soit clair. Et vous avez parlé des infrastructures, et vous avez mentionné justement ces besoins. On l'a vu au Maroc. Aujourd'hui, un des success factors qui font du Maroc une destination privilégiée des investissements, c'est justement ces infrastructures aux meilleurs standards internationaux. Et on a pour habitude de comparer à chaque fois quand vous voyez, les gens disent au Maroc vous avez des super infrastructures, c'est un pays africain. Mais quand vous regardez les infrastructures aujourd'hui au Maroc, elles sont, quand je vous dis aux meilleurs standards, c'est qu'elles sont comparables. Quand vous regardez le Global Competitiveness Index qui est publié par le World Economic Forum, les études publiées par l'OCDE, sont comparables à beaucoup de pays européens. L'infrastructure est essentielle. Un des atouts qui a fait que Renault, par exemple, et des constructeurs automobiles se sont installés, c'est parce que vous avez un port qui est le port de Tangemed, qui est directement connecté à plus de 170 ports dans 75 pays à travers le monde, et bien évidemment le fait que vous avez des autoroutes, des routes, des trains, et une infrastructure qui aujourd'hui donne cette confiance à l'investisseur. Et comme vous l'avez dit bien évidemment, Simzioud, le cadre réglementaire. Alors, nous allons passer maintenant à M. Saïd Jobrani, comme je dis directeur général de Tchemwilkoum. Il y a une question essentielle, c'est la manière en fait dont les acteurs financiers peuvent renforcer leur compétitivité et accélérer la diversification des économies africaines. Alors, Tchemwilkoum que vous représentez est une institution nationale de référence en matière d'accès au financement, de réduction du risque d'investissement et de soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat. La question que je souhaiterais vous poser, Jobrani, c'est comment justement ces institutions financières peuvent contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises africaines et comment le renforcement du secteur privé, et en particulier des PME, les PME dont a parlé Simzioud justement dans la question précédente, peuvent permettre aux économies africaines de se diversifier et de renforcer leur attractivité par rapport aux IDE. Merci pour cette question. Merci également pour l'invitation, pour cette discussion qui est vraiment très importante. Comme tu l'as dit un peu en préambule, et aussi par l'un des autres speakers, les besoins en termes de financement au niveau du continent africain sont considérables. En prenant en considération toute l'ambition qu'il y a au niveau du continent, au niveau des différents pays africains, que ce soit en termes d'industrialisation, que ce soit en termes d'infrastructures, dont on parle encore à l'instant. Donc le chiffre qui est d'à peu près 100 milliards de dirhams, 100 milliards de dollars annuels de gap de financement, ou le 1,3 trillion que tu as cité par rapport aux objectifs de développement durable qui sont encore plus larges, montre à quel point il y a des besoins de financement un peu partout au niveau du continent africain. Et pour pouvoir répondre à ces financements-là, pour moi, la recette est multifactorielle. Ça a été dit un peu. Il y a besoin d'avoir des institutions financières, un secteur financier au sens large du terme, bien structuré, robuste, à côté duquel on doit avoir des pouvoirs publics, des acteurs institutionnels également très présents, qui ont une vision claire, et enfin un secteur privé et de l'investissement privé, et un partenariat entre ces trois-là de façon à ce que lorsqu'on met tout ça dans une seule et même marmite, ça finit par donner quelque chose qui réussit et une belle recette. Et par rapport spécifiquement à ces besoins de financement au niveau du continent africain, par rapport à la question quel est le rôle joué par ces institutions financières, moi je dirais que le premier point, je vais peut-être en citer trois pour ne pas trop s'étaler, mais le premier clairement, c'est de lever des contraintes
et d'encourager l'investissement privé. Lever des contraintes comment? Et là, spécifiquement, je vais peut-être faire allusion rapidement au secteur financier par le biais des mécanismes de garantie sur lequel opère notamment Tsemwilcom, mais il n'est pas exclusif. On vient de parler à l'instant de capital risque, qui est également vraiment un sujet qui est très important, auquel on croit beaucoup, sur le fait de sa capacité également à accompagner. Mais en tout cas, au niveau des mécanismes de garantie, il joue là un rôle fondamental à plusieurs niveaux. Mais si je dois simplifier, c'est de dire, c'est de récupérer une partie du risque directement par ces mécanismes de garantie, de façon à encourager l'investissement privé. Et également, bien entendu, derrière, avoir des coûts de financement qui sont plus intéressants, plus réduits. On a parlé à l'instant encore de quelques autres idées qui sont très intéressantes pour pouvoir réduire les coûts de financement. Donc on va prendre en charge une partie de ce risque-là et réduire le coût à la sortie. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est très intéressant, qui permet de ramener de l'investissement privé, qui est le vrai challenge. Surtout que souvent, il y a un gap de financement dont on a parlé, mais qui s'accompagne quasi systématiquement par un gap d'information, parce que des fois même au niveau du continent africain, on peut avoir des mécanismes de garantie, mais l'information n'est pas là. Donc il y a un vrai gap d'information sur lequel on doit agir pour pouvoir réussir ce challenge. Et un dernier, comme moi je pourrais appeler un gap de perception, parce que même des fois le risque est un risque, c'est une perception du risque, c'est pas toujours un risque réel, hein. On a toujours tendance à croire qu'au niveau du continent africain, le risque est très élevé, comme c'était qu'on est en train de dire. Mais ça, c'est un regard avec des lunettes du passé. Ce n'est pas les lunettes du présent et certainement pas du futur. Et donc, on doit jouer ce rôle-là. Et aujourd'hui, Tsemwilcom joue vraiment... Alors, Tsemwilcom existe depuis 1949. Tsemwilcom est une institution qui a 76 ans d'âge et donc qui est aujourd'hui vraiment très mature sur un certain nombre de sujets. On n'aura pas l'occasion d'aborder toute la palette sur laquelle elle intervient, mais disons que globalement aujourd'hui, nous sommes le bras armé sur ces sujets-là et pour passer rapidement au deuxième point, pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce qu'on fait un effet de levier. Lorsqu'on dit qu'on va combler le gap de financement avec des moyens qui sont mis à disposition, on va dire 100 millions de dollars, est-ce que les 100 millions de dollars vont aller directement pour combler ce gap de financement ou est-ce que je vais utiliser ces 100 millions de dollars comme un effet de levier d'un point de vue mécanisme de garantie pour mettre en face plutôt 1 milliard de dollars et pour aller chercher 1 milliard de dollars d'investissement privé, public ou autre, mais en tout cas on voit qu'il y a un effet de levier qui est très intéressant, surtout dans un environnement où les ressources publiques sont de plus en plus rares pour faire face à tous ces besoins importants. Donc voilà un peu, c'est vraiment lever les contraintes et améliorer l'investissement privé. Le deuxième point auquel je crois beaucoup, c'est que les institutions financières doivent jouer un rôle pour encourager les acteurs africains pour aller plus vers de l'export. On ne doit plus jouer uniquement en local. Le plus on va se régionaliser, voire même s'internationaliser pour avoir accès à des marchés qui sont beaucoup plus importants, pour avoir accès à des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus larges, est important pour les opérateurs africains. Et là, les institutions financières jouent un rôle important, que ce soit les mécanismes de garantie, mais pas uniquement, pas exclusivement en tout cas, par le biais que ce soit des outils de trade finance qui sont plus développés, également des produits de garantie que nous offrons qui sont spécifiques. Donc c'est vraiment important et le fait de faire ça va encourager, pour ne pas dire pousser, ces acteurs africains, le fait qu'ils se globalisent un peu plus, d'aller upgrader leur outil de production en termes de normes pour être aux standards internationaux. Ils vont aller chercher de l'innovation pour pouvoir également répondre à ces marchés. Donc c'est vraiment très intéressant pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le dernier, je pense qu'on ne peut pas parler du rôle joué par les institutions financières sans mettre en avant leur rôle également pour accompagner les acteurs africains d'un point de vue RSE, ESG. Ça a été dit un peu avec Madame la Ministre ce matin dans l'African Investment Forum. Il ne faut pas les voir comme une contrainte. Pas du tout. Voire même aujourd'hui, lorsqu'on parle de capital risque, ou on va le voir même tout à l'heure, de fonds souverains, d'investisseurs privés, de private equity, on ne peut plus envisager des investissements, ramener de l'investissement en Afrique s'il n'y a pas un total alignement entre les objectifs en termes de développement de chacun des pays, mais avec des objectifs de développement durable qui vont aller chercher de l'inclusion, qui vont aller chercher des indicateurs qui sont beaucoup plus larges. Donc non seulement avec cet alignement, on va pouvoir développer d'une manière locale beaucoup plus importante
et jouer un rôle économique et social, mais également on va aller pouvoir chercher avec ça des opérateurs internationaux en termes d'investissement. Donc voilà un peu les 3 points. Sur la deuxième question, je vais essayer d'être rapide, qui est de dire comment est-ce que on va encourager des investissements étrangers au niveau local. Je vais le dire en 2 mots. Il faut qu'on ait dans chacun des pays un secteur SMI, micro-SMI, donc vraiment PME et TPE qui soit fort. Pour 2 raisons très rapides. La première, un chiffre qui circule de plus en plus, à horizon 2050, on devrait avoir quelque chose comme 2,5 milliards d'habitants sur le continent africain, avec une majorité de jeunes, une jeunesse qui est très forte. Donc on voit très bien qu'il va falloir aller chercher, en termes d'emploi, aller chercher le micro-entrepreneuriat, aller chercher de la TPE, de la micro, encore plus bas que la TPE. Et donc c'est vraiment, il y a des enjeux économiques et sociaux importants pour ça. Deuxième raison qui est très claire, et tu l'as cité vraiment très rapidement, si on veut ramener de l'investissement privé des opérateurs internationaux, on doit leur offrir tout un écosystème de PME qui soit déjà existant. La clé, elle est très simple. Avoir de l'emploi qualifié, avoir de l'énergie à un bon coût, avoir de l'infrastructure, comme tu l'as dit. Et avec ça, il faut qu'il y ait des écosystèmes. Renault ne serait jamais venu. L'aéronautique, on a vu Safran dernièrement, n'aurait jamais pensé à s'implanter d'une manière forte. On n'est pas hésité à le dire. La première implantation en Afrique en termes de production aéronautique, elle se fait aujourd'hui au Maroc parce qu'il y a cet écosystème qui encourage des opérateurs à venir s'implémenter dans un pays parce qu'il y a cet écosystème qui réduit les coûts, qui rend plus résilient par rapport aux chocs également internationaux, qui réduit les coûts d'approvisionnement. En tout cas, vraiment, donc on croit beaucoup. Et Thiam Wilcom, là, pour partager avec l'ensemble de l'audience, Thiam Wilcom, ça c'est son ADN. L'ADN de Thiam Wilcom en tant que principalement société de garantie, mais pas que, c'est d'aller accompagner les en ayant un secteur, un écosystème PME et TPE qui est très puissant et très bien développé dans ce pays-là. Merci beaucoup Sijbrani pour ces perspectives extrêmement précises et intéressantes. Et je vous rejoindrai, je fais une digression. Vous avez parlé des infrastructures, l'importance d'avoir des infrastructures au meilleur standard. Vous avez parlé du coût de l'énergie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez parlé d'un écosystème et un tissu économique. Vous avez besoin d'avoir un capital humain, je rajouterai à ça le capital humain. Vous avez besoin d'avoir des ressources humaines qui soient performantes, qui soient au niveau et qui soient attractives pour les entreprises. Et vous avez besoin d'un atout dont on a parlé au tout début, c'est la question de la stabilité, une stabilité politique. La chance qu'on a au Maroc, c'est d'avoir un souverain qui établit une vision à long terme, qui est ensuite opérationnalisée par les différents gouvernements et les différentes institutions. Mais vous avez aussi une stabilité économique, une banque centrale qui est indépendante, une inflation qui a été raisonnée et gardée under check. Donc c'est ce qui fait la recette. Et quand vous avez parlé d'écosystème, ça m'a fait parler, pour ne pas faire que de la pub pour Renault, parce que ce n'est pas l'objet de notre panel, je vous raconte très rapidement, Stellantis, quand on a fait venir Stellantis, tu as parlé de Safran, quand on a fait venir Stellantis, il y a un concept qui est très important pour attirer les investissements. Au Maroc, on est execution driven. Execution driven, c'est-à-dire, il y a une expression qui est très importante, when we commit, we deliver. Stellantis, on a signé avec eux le premier accord en 2015. En 2017, l'ensemble de l'opération était construite. En 2019, ils avaient 60 suppliers, et donc PME internationales, qui étaient greffés et qui avaient permis de créer cet écosystème.
d'information et d'expertise entre pays africains est aujourd'hui aussi quelque chose d'essentiel. Et vous avez raison de le souligner, 2,5 milliards d'habitants, c'est plus que la Chine et l'Inde réunies. Et on a eu l'occasion de l'entendre ce matin. Monsieur Yassine Zrouk, pour last but not least. Donc je me permets, Yassine, vous avez vivez depuis plus de 15 ans dans les pays du Golfe. Vous travaillez, comme on l'a dit, auprès d'Ardian. Vous avez une expérience extraordinaire au niveau du financement, de la mobilisation du capital, au niveau de l'investissement. J'ai une question à vous poser et je vous la pose en anglais parce que de toute façon, au quotidien, là-bas, vous le faites très régulièrement, mais vous pouvez répondre en français. What parallels can be drawn in replicating the successful journey that you saw in England, for example, that you saw in the UAE and in other countries, in the GCC countries? And how is the challenge different for Africa? And when I say different, say technically, what policy reforms are cost-effective and what can private equity play and what are the role that can private equity play in this? Thank you. Merci Zakaria pour la gentille introduction et merci pour le privilège de partager ce panel avec toi et les autres panélistes. Effectivement, les enjeux économiques, socio et démographiques au Moyen-Orient sont complètement différents et justement la partie funding, et on y reviendra, mais en même temps, quand on voit le poids que les économies du Golfe représentent dans les flux de capitaux globaux, la réciprocité des flux de capitaux, dans le knowledge sharing, autour de beaucoup d'éléments que mon copanéliste M. Mzioued a évoqué. L'idée, c'est de comprendre un peu comment, à partir d'une vision, comment en mettant en place une framework légale, réglementaire et financière, comment on arrive à transformer une diversification en attirant du private capital dans les pays en question et bénéficier de tout ça à très long terme. Donc en fait, si aujourd'hui on regarde le Moyen-Orient qui à la base n'a pas des problèmes de funding bien entendu, mais par contre a compris que les limites de l'investissement passif à long terme sont très claires. Donc en fait, ils ont shifté d'un modèle passif d'investissement à un modèle qui s'est focalisé sur vraiment investir pour apprendre, investir pour attirer des capitaux localement et investir pour développer. C'est un modèle où je vois le Maroc jouer un rôle important et beaucoup d'autres pays voisins et amis sur le continent, mais qui reste aujourd'hui un frein important pour certains des acteurs du private equity que je représente d'une manière assez humble. Donc aujourd'hui, si on regarde un peu les résultantes de ce qu'ont été ces décisions, aujourd'hui, avec une profondeur de marché qui est complètement limitée par rapport aux chiffres que tu viens d'évoquer, Zakaria, aujourd'hui, on parle juste sur les 9 premiers mois de l'année, on parle d'une activité de M&A qui représente plus de 70 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est sur une GDP growth sur tout le GCC qui avoisine les 4,5%, qui est 3 fois ce que l'Europe a à offrir aujourd'hui. Et vraiment, il faut mettre les choses en perspective, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, ma copanéliste peut témoigner, il n'y avait pas grand-chose aux Émirats. Donc, ça nous amène à la vision que tu évoquais, à savoir, oui, d'accord, le funding, ce n'est pas un problème pour les pays du Golfe, mais en même temps, le funding sans la vision et l'implémentation, c'est problématique. Et vraiment, un élément important dont il faut s'inspirer, c'est tout d'abord la vision et l'exécution, s'entourer des meilleurs pour implémenter un processus de transformation très deep dans toutes ces économies. Donc bien entendu, les Émirats ils jouent un rôle phare dans cette transformation du Golfe sous l'impulsion de leaders comme MBZ ou MBR à Dubaï. Mais si on fait le parallèle entre Abu Dhabi par exemple, qui a beaucoup de ressources, et vraiment le parallèle entre Mohammed bin Rachid à Dubaï, qui lui se focalise sur moins de ressources naturelles, et la transformation qu'il a impulsée
sur Dubaï, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer. Donc oui, le continent africain n'a pas les mêmes ressources, mais par contre, sous l'impulsion de vision et comme celle de Sa Majesté le Roi Nasrallah ici, et de voir par exemple, tu évoquais Tangemed, Zakar, de voir que Tangemed aujourd'hui est enseigné, ce case study est enseigné dans plein d'écoles, qu'elles soient anglaises ou américaines, c'est une fierté. Et on peut parler d'autres pays sur cette vision qui est celle de beaucoup de leaders africains. Donc on a parlé de la vision, de l'exécution. Et là où je rejoins mon copanéliste, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand il s'agit d'attirer des capitaux privés pour diversifier un peu cette dépendance aux véhicules de dette pour ce qui est de nourrir un peu la croissance, vraiment, il faut qu'on soit confortable en termes d'investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investisseur, il faut qu'il soit… Il ne faut pas oublier qu'on est là pour préserver le capital, délivrer de la performance, et pour faire ça, il faut qu'on soit en confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette framework qui a accompagné la transformation des pays du Moyen-Orient, et qui est celle, par exemple, qui a rendu des gens comme Stellantis très confortables d'apporter du capital et des investissements, du CAPEX énorme au pays, vraiment, c'est vraiment mettre en confiance ce capital privé pour qu'il vienne s'installer de manière durable. Mon copanéliste, M. Mzioud, a parlé du volet réglementaire, qui est absolument primordial, auquel je complémente en disant le côté légal également, car vraiment dans le volet litigation, il faut qu'on soit confortable d'un point de vue réglementaire et légal, qu'en cas de litigation, les standards soient alignés avec ce qui se fait sur la bourse de Londres ou celle de New York quand il s'agit d'implémenter des décisions qui peuvent être à l'encontre des gouvernements locaux qui hostent un peu ces investissements. Il y a le volet financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde des opportunités d'investissement sur le continent africain, l'idée c'est de comparer comment cette performance qu'on envisage, elle est alignée avec le risque qu'on prend. Donc le concept de risk adjusted return en anglais, c'est absolument important et primordial dans la manière dont on alloue du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la dette privée en Afrique du Sud, avec toutes les problématiques de taux et de change, et de ne réussir qu'à délivrer entre 10 et 12% d'IRR, c'est extrêmement faible quand on sait qu'on peut faire plus sur l'Amérique du Nord, pardon, ou dans le cadre de l'Europe. Donc il y a aussi cette dimension de risk adjusted return. On a parlé des risques de change. Bien entendu, l'idée c'est d'être convaincu que pour tout ce qui drive un peu les politiques monétaires et fiscales, il y ait de la visibilité, qu'on soit convaincu qu'il y a une indépendance de ce processus décisionnel qui va accompagner ces investisseurs qui viennent allouer du capital localement. Donc toute cette partie-là fait que des gens comme Ardian et d'autres acteurs du private equity ont besoin de cette confiance avant d'allouer du capital. Anor, merci beaucoup, Yassine. Anor, s'il vous plaît, vous voulez intervenir. Pardon, c'était juste pour revenir sur certains des points très intéressants qui ont été faits. Peut-être en effet sur le Golfe, et je pense que c'est vraiment important de le dire, parce que si on repense au Qatar, il y a quelque temps, ce n'était pas un pays riche. Je sais que ça peut sembler bizarre de dire ça comme ça, mais c'est tout à fait le cas. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que évidemment, le fait qu'ils trouvent du gaz est quelque chose qui les a beaucoup aidés. Mais ce qu'il faut vraiment, vraiment dire aussi, c'est qu'il y a eu un moment où le Fonds monétaire international montrait le Qatar du doigt en disant qu'il était beaucoup trop endetté, que ce que l'émir, qui était le père de l'émir actuel, faisait, c'était tout à fait de la folie, qui courait au surendettement, etc. Et lui avait résisté à ce moment-là en disant « je sais les ressources que j'ai, je sais que ça va me rapporter tel et tel revenu, tel et tel manne, et donc je développe mon pays parce que je sais que je vais pouvoir le gérer. » Et donc, en disant ça, je voulais dire aussi que, et c'est pour ça que la discussion autour des monnaies est tellement intéressante, parce qu'on est nous-mêmes prisonniers aussi de notre propre mécanisme de pensée. Je suis tout à fait pour la prévisibilité, pour la vision, pour la réglementation, tout ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est évidemment, il faut ça. Et d'ailleurs, on voit bien en effet, et vous avez cité le Maroc bien sûr, quand il y a un pays qui a une vision à long terme et où il y a une stabilité, évidemment, les gens sont tout à fait confortables pour investir, finalement, quel que soit le degré de développement du pays. Donc ça, c'est fondamental. Mais c'est aussi pour dire, on a des mécanismes de pensée qui font que s'il y a X% de dette sur PIB, tout d'un coup, on est très endetté, on a peur, on a une notation simple B, et ça, c'est aussi un vrai frein
à l'investissement, parce qu'évidemment, si vous avez le choix d'investir dans un pays AA ou un pays simple B, bon, on imagine bien où est-ce que vous allez essayer d'investir. Donc, je disais ça pour dire qu'il faut se libérer, je pense, de certains de ces cadres de pensée, en regardant vraiment le vrai potentiel du pays, la vraie vision, et essayer d'avoir le plus possible des analyses de crédit qui soient appropriées. Et que pour ces analyses de crédit appropriées aussi, il faut des instruments appropriés. Si vous faites des investissements dans le social, vous ne pouvez pas les financer à 10%. Ce n'est pas possible. Par contre, si jamais c'est un projet qui va vous générer un retour au-dessus de 10%, vous pouvez tout à fait accepter d'avoir ce risque. Je pense qu'il y a quelque part de temps en temps une forme de paresse globale du système, pas des individus, mais pour justement arriver à ça. Et juste pour retourner et revenir vers le Golfe, si on prend le voisin, si on prend Abu Dhabi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il pourrait très bien ne rien faire en diversification de l'économie. Absolument. Ils n'ont aucune obligation de le faire. Or, ils le font pour préparer l'avenir, or, ils le font par bonne gestion, et aussi par volonté perpétuelle de se challenger, d'inventer. Enfin, moi, je trouve ça absolument admirable. C'est des gens qui font des choses comme ce qu'on appelle les spending reviews, des revues budgétaires, pour vérifier ce qu'ils dépensent. Encore une fois, ils pourraient très bien ne pas le faire, et beaucoup de pays qui devraient le faire ne le font pas. Donc c'est vraiment pour insister sur la vision, mais aussi pour en effet mettre vraiment en garde sur de temps en temps des mécanismes de pensée qui nous contraignent dans la manière dont on analyse le risque, et l'Afrique en est malheureusement particulièrement victime, puisqu'il y a une prime, il y a des études qui ont été faites là-dessus, il y a des primes de risque beaucoup plus importantes, même à notation égale entre un pays d'Amérique latine et un pays africain. Le pays africain va payer plus cher, va avoir moins de capacité de lever des fonds, va aller moins loin d'un point de vue maturité, etc. Donc je voulais juste rappeler ces quelques petits points. Merci beaucoup Anne-Laure. Et dernièrement, Zakaria, si tu me permets, parce que du coup ça permet de close le loop entre le commentaire de Anne-Laure et celui que M. Mzioud avait fait, c'est-à-dire que vraiment, au-delà du fait que Abu Dhabi, par exemple, n'a pas besoin de ces flux de capitaux, par contre, ils ont réussi à créer cette profondeur de marché qui encore une fois est tributaire de ce manque d'harmonisation. M. Mzioud parlait de regarder un peu, car aussi un élément extrêmement important avant d'allouer du capital privé, c'est vraiment aussi comprendre comment cette croissance peut se faire, mais si elle n'est pas transfrontalière, si on regarde l'exemple du Maroc par exemple, on va très vite être limité en termes de croissance organique et inorganique. Donc vraiment harmoniser la juridiction de manière transfrontalière, comme dit M. Mzioud, c'est vraiment permettre de regarder des blocs plus gros qui vraiment incitent la croissance de manière beaucoup plus organique et inorganique en termes d'opportunités qui s'offrent à nous. Merci beaucoup, Yassine. Alors, des perspectives, je vous l'avais dit, cher public, des perspectives très intéressantes et très pointues. Alors, si Saïd Jbrani avait dit ne pas regarder l'Afrique avec les lunettes du passé et voir justement que le potentiel et le changement sont réels. La question du cadre réglementaire qui a été évoqué par Sim Zioud et par vous-même, c'est le cas aujourd'hui. Il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place. On parle de la zone de libre-échange continentale africaine, avec on essaie de rapprocher. Il y a un projet aussi de mise en place d'une agence de promotion de l'investissement continental. Il y a des choses qui sont en train effectivement d'être faites. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse, et vous l'avez très bien dit, c'est ce cadre réglementaire, de la prévisibilité, de la visibilité et des outils qui soient clairs pour les investisseurs. Un investisseur, encore je fais une digression, on parlait, on était en Éthiopie, je me permets de partager ça avec vous, c'était pour la semaine du climat des Nations Unies, donc la conférence climatique pour le changement. Et en fait, dans cette salle, il y avait des experts qui étaient extraordinaires, mais vraiment, ils pouvaient vous donner d'un point de vue technique ce qu'il fallait dans n'importe quelle région du monde pour lutter contre ce changement climatique. Et je voyais ça, et on m'a posé une question, on m'a dit, mais bon, je suis au ministère de l'Investissement, on m'a dit, mais vous, au niveau du ministère de l'Investissement, vous devez pousser les entreprises, vous devez pousser le capital risque, le capital investissement à se conformer à ces exigences. Et en fait, ce que je leur expliquais, je leur disais, le problème, c'est que on ne fait pas suffisamment preuve d'empathie. Et quand je parle d'empathie, je parle des deux côtés, je ne parle pas de compassion. Eux, en tant que techniciens experts, ils ont des exigences par rapport à la lutte contre le changement climatique qui sont ce qu'elles sont. La société civile en a une autre et l'investisseur en a une autre. Le meilleur moyen d'harmoniser et de lier tout le monde autour du même objectif, c'est tout simplement de le traduire dans la langue de chacun. Et c'est là où j'avais donné
Pour reprendre la question du cadre réglementaire, l'exemple de la charte de l'investissement. Dans la charte de l'investissement qui a été lancée ici aujourd'hui au Maroc, vous avez une prime qui est donnée aux investisseurs en termes de CAPEX concernant la durabilité, concernant l'utilisation des eaux usées, concernant pas mal de choses qui concernent et qui sont importantes justement. Donc, changer de lunettes, faire preuve d'empathie et traduire de manière intelligible. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ça. On a la chance d'avoir des intervenants exceptionnels et je vois aussi dans le public qu'il y a de l'intérêt. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants? Donc, s'il vous plaît, avant de poser votre question, je vous demanderai de vous lever, de vous présenter très brièvement l'organisme ou l'organisation que vous représentez et une question, pas une intervention, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on peut faire passer, je vois ici au premier rang, ici dans la salle, levez-vous. On va vous rapporter un micro. Ça arrive, c'est en route. Bon, madame d'abord, vous en conviendrez. Good afternoon, everyone. My name is Famata Jabi. I'm a PhD student in Political Science and Global Studies at Mohammed VI Polytechnical University. I have a question concerning the different forms of investment. I don't know whether you guys talked about it, but concerning remittances, which has been incoming in the continent in 2023, it has been said that over 90 billion have come into the continent, but it's not going where it should be. I want to ask, in your opinion, is it an important form of financing? If yes, how can countries, for example, in Morocco, if you guys have a case study in Morocco, how Morocco is using remittances to contribute to the transformation of the country? And is there a trust built with the diaspora who want to invest back in the country? And in the case of Morocco, is it ready to receive or accept that? Thank you. Alors, Frodé? Yeah, thank you very much for the question. It's an amazing question because indeed remittances are a very strong, high, important, and often recurring source of revenue and FX often sources of revenue for countries. And it's indeed fair to say that most of the time it's not going or it's not directed to quote unquote the real economy, which I guess is also what you were referring to with regards to where it's going or not going, being productive. There are some very interesting examples of countries in the world that have made some experiments around it. For example, Pakistan is one that has made an interesting experiment because in order to basically have Pakistani capital from diaspora coming into the Pakistani economy, Pakistan has selected a number of possible investment in various sectors, in various size also of company that you could invest in with your specific money, basically. So I guess what I'm saying is that it's indeed true that sometimes remittances are not seen as a form of capital that you can use or directly use or invest into the economy, but there are ways to do it, but the way to do it and also to have confidence to use it within the economy is also around the frame and the safety of the investment, because in some cases where it's not working or where, while you have a very large diaspora outside of the country, but they're not really sending back the money to the country, it's because they don't really feel comfortable around where the money is really going to be used, right, basically. So I think the safety also, it brings us back to the point that we also made earlier, the safety of the investment is very important. Once you have the safety and you can see that the investment is productive, then you can come up with a level, with instruments or with possibilities of how to invest it and to do something very productive with it. But it comes as a second stage because some people are less comfortable sending back money at home, basically. Merci Anne. Je vais déranger Sijbrani qui doit connaître aussi le sujet. Est-ce que tu as des éclairages sur la question? Peut-être juste un complément, et la question effectivement est très importante, spécialement que le Maroc, de par le corridor Europe, Maroc est l'un des corridors les plus importants au monde en termes de réception de flux de sa diaspora.
principalement dans les pays européens. Peut-être juste un complément rapide en lien avec ce que vous avez dit, parce qu'effectivement la stabilité et le climat des affaires permet certainement de pouvoir orienter davantage ces virements, ces réceptions vers l'investissement. Au niveau des pouvoirs publics au Maroc, il y a une vraie volonté de pouvoir accompagner le retour et l'encouragement de cet investissement de ce que nous appelons des Marocains du monde au sens large du terme. Au niveau de Tiem Wilcom, typiquement, aujourd'hui, on a des mécanismes qui existent en termes de garantie, de cofinancement et de subvention. Ça fait quand même un triptyque, bien avant aussi la charte de l'investissement qui a été lancée, qui dit que lorsque il y a un Marocain vivant à l'international qui souhaite faire un investissement au Maroc, eh bien, nous allons le cofinancer avec une banque par le biais de Tiem Wilcom à un taux préférentiel. Donc, pour réduire le coût du financement, nous allons offrir une garantie pour le secteur bancaire qui l'accompagne, pour encourager le secteur bancaire à le financer. Et en fonction du secteur dans lequel il va investir, il va y avoir même une subvention qui va être accordée à ce projet d'investissement. Donc il y a une vraie volonté des pouvoirs publics pour pouvoir orienter. Et ça commence à prendre et ça commence à donner des résultats qui sont très intéressants. Merci beaucoup Anne-Laure, merci beaucoup Sisaïd. Je passe à la prochaine question. Nous avons un intervenant ici au niveau de la deuxième rangée. Présentez-vous et on passe à la question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, merci pour vos interventions. Donc, je m'appelle Imouya Palak, je suis doctorant en physique des matériaux à l'ENSAM Rabat. Donc, tout à l'heure, dans les différentes interventions, surtout de Madame Laure, donc, quand elle parlait du cas du projet du corridor Simandou, donc, dans les objectifs de développement de l'ONU du 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il s'agit les financements doivent se faire en tenant compte de ces objectifs-là. Maintenant, est-ce que le projet comme celui de Simandou, est-ce que ça respecte ce genre d'agenda que l'ONU a fixé et que les Nations Unies ont fixé? Par exemple, pour faire simple, est-ce qu'on tient compte du changement climatique, des effets que cela peut entraîner sur la population locale? Bon, si on ne regarde pas que le côté économique et le côté business de la chose. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant. Merci beaucoup pour la question. En fait, ce projet Simandou est en effet un projet très intéressant parce qu'il a plusieurs volets. Il répond à un agenda national de la République de Guinée-Conakry de développer son industrie minière et une de ses ressources et de vraiment, c'est un projet qui aura un impact extrêmement important sur le PIB de la Guinée. Donc ça, il y a un agenda national. Autour de cet agenda national, ce projet a été construit pour tenir compte de toute une série de spécificités, dont des spécificités environnementales, bien sûr, pour être aux normes, et dont des spécificités, et ce qui sont extrêmement importantes, d'avoir du travail pour l'économie locale. Donc, justement, le gouvernement, à juste titre, a beaucoup insisté pour que ce projet soit un projet gagnant, mais gagnant pour l'État, bien sûr, de Guinée, mais aussi gagnant pour les populations. Donc ce que ça voulait dire concrètement, c'était que les populations qui étaient sur le trajet, on va dire, des infrastructures, devaient y trouver leur compte pour de l'emploi, pour de la formation. Il y a eu beaucoup, il y a une partie d'ailleurs de l'argent du projet qui est dédiée à de la formation de corps de métier, de gens qui vont être après employés autour du projet ou dans le projet en tant que tel. Évidemment, les guidelines de l'ONU là-dessus aident beaucoup pour les prendre en compte, mais même sans ces guidelines-là, j'ai envie de vous dire, il y avait l'agenda national qui faisait que d'ores et déjà, c'était la manière dont la République de Guinée avait voulu concevoir son projet. Donc c'est pour ça que dans ces projets-là, c'est très important d'avoir tous ces volets. C'est important de déterminer la part du financement du projet ou la part des revenus du projet qui va être dédiée à la réinjection dans l'économie nationale, ce qui a été déterminé,
au moment où les revenus arrivent à l'État, mais aussi de manière durable, puisque c'est quelque chose qui chaque année va donner d'autres revenus, qui va produire d'autres emplois, qui va produire après des filières spécifiques qui vont être créées autour du projet. Donc c'est un des exemples de projets où vous créez un écosystème vertueux. On pourrait citer aussi d'autres projets ou d'autres pays dans lesquels systématiquement autour d'un projet vous créez en fait beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois autour d'un projet en tant que tel, parce que vous aidez à la naissance de sous-traitants. C'est les fameuses TPE, et même PME et en deçà, où tout d'un coup, il y a une compétence, quelqu'un qui crée son entreprise, qui emploie des gens dans son entreprise, etc. Et donc c'est comme ça que vous créez et que vous générez de la croissance autour d'un projet. Merci beaucoup, Anne-Laure. James, you wanted to comment on this? The SDGs is another really good demonstration of the failure of the global monetary system. We've had quite a good awareness globally that someone needs to do something about climate, and we've had some of the most important personalities in the world, Bloomberg and Mark Carney, and they created in COP26 something called G. Fund this $4 trillion shortfall. And so they worked very hard for a number of years trying to do that, but the money didn't come. And if you actually look at why didn't the money come, it comes down to that there's too many other ways that money can make money from money. And this is at the heart of the problem. Africa is not short of value. It has immense value. It just needs a way to unlock it. And it's not through traditional finance. It's not going to come. You can stand and say, every conference I go to, we're going to figure out a way to get more FDI, and it doesn't come because it's got, you hear the term risk-adjusted returns. Yeah, they got better ways to make money than to put it into Africa. Yes, you should do regulation and you should create the right environment of trust, but at the end of it, Africa can finance Africa. It has abundant capacity. It just needs to rethink the architecture, how you unlock that. Guarantees can play a huge role in that. If you look at SMEs, every single SME, they put their heart and soul and all the money they have to open up their restaurant. They have no money and they have no access to credit, but they got a whole restaurant of capacity. And if they could find a way of unlocking value from that, trading it for the local media that they need, you would unlock immense capacity, let alone what resides in countries' minerals and much bigger renewable energy potential. So this is my kind of thing that just irks me like crazy is everyone's chasing the money, but they already are sitting on the wealth. They just need to unlock it. Thank you very much, James, for this very incisive and impactful comments. And we have a couple minutes. I can take one other question if there is, but before, juste pour vous donner, pour répondre à votre question, vous avez parlé du projet Simandou et de l'importance que ça bénéficie à l'économie locale et de l'impact aussi sur l'environnement. Ça, ce sont des choses qui sont effectivement aujourd'hui essentielles. Je parle de l'expérience du Maroc, c'est celle que je maîtrise. Le Maroc a adhéré à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement et les entreprises multinationales il y a quelques années déjà. Et dans les engagements qu'on avait, c'était de créer un point de contact national sur la conduite responsable des entreprises. Alors, on l'a fait par circulaire de monsieur le chef du gouvernement, et c'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations qui est le bras armé en matière d'investissement du régalien, qui a été chargé d'être ce point de contact national sur la conduite responsable des entreprises et qui permet de diffuser auprès du tissu économique l'ensemble des best practices. Quand vous avez des projets d'investissement,
Aujourd'hui, vous avez aussi des études d'impact qui sont systématiquement faites sur l'environnement, sur l'écosystème, etc. Mais vous avez tout à fait raison de souligner la nécessité de voir que ça puisse bénéficier. Et la question de la co-construction, elle est importante. Elle a été évoquée aujourd'hui par l'ensemble des panélistes. Elle est importante. Vous verrez, nous allons lancer au mois de décembre. Le ministère que je représente, le ministère de l'Investissement, on co-préside avec la CGM, donc le patronat marocain, la Commission nationale de gouvernance des entreprises. Cette commission, on a des codes de bonne gouvernance avec lesquels on a discuté avec le secteur privé, avec les acteurs institutionnels, et on s'est battu, mais on est arrivé à trouver un consensus et des solutions qui permettent justement d'avoir ces ESG dont vous parlez, qui soient pris en compte dans l'ensemble des projets d'investissement et dans la conduite du day-to-day des entreprises. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question ou on passe au mot de la fin? Une dernière question pour mademoiselle au milieu, s'il vous plaît. Donc, bonsoir tout le monde. D'abord, un grand merci aux speakers par rapport à leur intervention et leur échange enrichissant. Je me présente. Lara Simalak, un corps produit de l'ENCG Kenetra, spécialement en 4e année en finance. Donc, j'ai une question brève pour Monsieur Jabrani. Donc, comment Samuilcom prévoit-elle de soutenir davantage les PME et d'encourager les financements participatifs dans le cadre de son plan stratégique au-delà de 2026? Merci. Merci Madame pour cette question qui est vraiment très importante et ça me permet aussi peut-être pour l'ensemble des présents en dehors aussi du Maroc de donner un bref case study de ce qui se passe au Maroc au niveau du secteur PME. Aujourd'hui, comme je l'ai dit très brièvement, Samuilcom est principalement une société de garantie qui a comme ADN d'aller combler le gap de financement. Alors je vais essayer de le dire très simplement, là je parle spécifiquement du Maroc. On a un secteur bancaire qui structurellement va accompagner toujours des entreprises qui ont de bons bilans. Et que pour aller accompagner des entreprises qui ont des bilans très petits ou ce qu'on appelle de la petite PME ou de la TPE, soit il n'a pas l'appétence risque pour le faire et des fois on ne peut pas lui en vouloir parce que ça consomme beaucoup de capital et c'est parce que les exigences en fonds propres sont limitées, mais ou bien il va le faire à un coût qui est élevé, qui du coup va rendre ce projet d'un point de vue économique pas viable. Donc là on va intervenir pour garantir ce que nous faisons déjà et pour réduire le coût de financement et encourager la banque à aller le faire. Aujourd'hui on le fait avec des mécanismes de garantie. Nous avons de grands produits phares que nous appelons Istithmar et Tessir. Alors en français, ça veut dire tout simplement qu'on a un produit pour tout ce qui est besoin de fonds de roulement des entreprises et un produit qui accompagne l'investissement. Des TPE qui existent au Maroc aujourd'hui n'auraient pas eu accès à un crédit bancaire sans la garantie de Samuilcom. 80%. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de continuer à accompagner via la garantie. On travaille dans le cadre de la charte de l'investissement également avec le ministère de l'Investissement, mais également avec d'autres opérateurs pour aller encore davantage. Je vais peut-être juste dire un dernier mot là-dessus, qui est le fruit de notre connaissance du marché marocain, du secteur TPM au Maroc, mais je pense que c'est beaucoup plus global. Le sujet n'est pas que le financement. Ça, c'est ma conviction personnelle. Quand on a quelqu'un, une entreprise qui a une idée, qui travaille, il n'a pas besoin que d'un financement, même si c'est important, il a besoin aussi d'accompagnement. Il a besoin que quelqu'un le prenne par la main, lui explique ce que c'est que faire de la banque, ce que c'est que payer un fournisseur, ce que c'est qu'un délai fournisseur, ce que c'est des fois que faire un bilan, faire un business plan. Et donc, pour pouvoir aller de l'avant, on a besoin de ces deux composantes. On a besoin d'un entrepreneur qui a une idée intéressante et qui va le faire et qui va se jeter dans la piscine. On a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour lui apprendre un peu à nager. On a besoin de quelqu'un qui va lui donner de l'oxygène, donc du crédit pour pouvoir le faire. Donc, on travaille dans ce cadre-là et notre stratégie désormais, c'est de pouvoir travailler avec tout l'écosystème
où on peut avoir des subventions, on va avoir de l'accompagnement avec Maroc PME. Ils ne sont pas exclusifs, mais c'est un acteur qui est important. Et nous, on accompagne de par le financement. Et dans les prochains jours, je vous invite à rester attentifs parce qu'il va y avoir pas mal de communication également à la suite de cette charte dans ce cadre-là. Donc vraiment, la TPE et la PME au Maroc a besoin de garanties, a besoin de cofinancement et on va continuer à l'accompagner dans ce sens. Merci beaucoup, Jbrani, pour ces éclairages très précieux. Et effectivement, mademoiselle, si vous avez suivi, il y a eu le lancement du dispositif TPME de la charte de l'investissement qui a été fait par monsieur le chef du gouvernement à Rachidia la semaine dernière. Et au moment même où on parle, c'est les centres régionaux d'investissement, donc un dans chaque région du Maroc, qui sont en train de faire le déploiement. Il y a des caravanes qui sont en cours, qui font le tour de l'ensemble des provinces au royaume. Donc je vous invite à regarder chacun et chacune dans les régions dans lesquelles vous êtes. Allez-y, rencontrez les personnes, ils vont vous présenter et suivez bien sûr l'actualité, comme vous l'a dit monsieur Jbrani, pour les prochains jours. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre temps, pour vos précieux éclairages et très heureux d'avoir eu l'honneur de modérer ce panel aujourd'hui avec autant d'expertise. Et je pense que nous sortons aujourd'hui avec des recommandations qui sont très claires. Je vais rapidement faire un petit wrap-up. On revient sur un cadre réglementaire qui soit clair, transparent et prévisible. Une prévisibilité financière que vous avez mentionné, Anne-Laure. Là aussi, la co-construction de projets que vous avez mentionné, Simzioud, et le fait de passer sur peut-être une autre échelle. Ne pas penser à des projets dans un seul pays, mais à des projets qui soient transpays, transrégionaux, de manière à attirer certains bailleurs qui ne sont pas nécessairement. James, stop making money from money and actually using assets to make money. C'est très bien retenu. Et l'innovation et la prévisibilité que tu as évoquées, Sti Yassine, aujourd'hui, ce sont quelque chose, c'est des leçons essentielles. Et voilà, donc sous vos applaudissements, pour nos panélistes, s'il vous plaît, je vous remercie. Nous allons prendre une photo, tous ensemble. Merci.